À l'aube du 16 août 2025, 57 camions d'armement sont stoppés près de la frontière, et le pays comprend que la nuit n'a pas seulement transporté des caisses, mais une épreuve. La contradiction saute aux yeux. Une cargaison assez puissante pour armer une armée entière, interceptée à temps, expose un réseau international qui ne vise pas un seul poste frontière, mais l'équilibre du Sahel. Que doit en conclure le public et jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il aller sans provoquer une escalade? Après cette saisie, la souveraineté devient une bataille. Ce récit promet une lecture claire d'un choc sécuritaire qui dépasse un fait divers frontalier pour devenir un test stratégique. Il s'agit de comprendre comment une saisie d'armes peut modifier des rapports de force, influencer des décisions diplomatiques et redéfinir la marge de manœuvre d'un État confronté à des pressions multiples. L'enjeu est direct pour le public. Saisir ce qui se joue quand la sécurité intérieure rencontre la géopolitique régionale et pourquoi certaines décisions prises dans l'urgence produisent des effets durables. En filigrane, la stabilité du Burkina Faso conditionne celle de ses voisins et, par ricochet, celle de tout le Sahel. Au-delà des images de camions immobilisés, l'analyse se concentre sur les mécanismes à l'œuvre. Chaînes logistiques clandestines, financements transnationaux, réponses institutionnelles et réactions populaires. Chaque élément éclaire une même question centrale, celle de la souveraineté exercée sous contrainte. Ce parcours vise enfin à distinguer le symbole de l'impact réel afin d'évaluer ce que cette crise change concrètement pour l'État, l'économie et la société, aujourd'hui comme dans les mois à venir. La révélation clé tient en quelques chiffres. 57 camions interceptés, près de 25 000 fusils d'assaut et environ 70 000 grenades saisies, soit une puissance de feu suffisante pour équiper une armée entière. En quelques heures, ce qui semblait être un incident frontalier devient un signal d'alarme régional, car l'ampleur logistique dépasse de loin les capacités d'un trafic local isolé. Très vite, les premières vérifications techniques déplacent vers le regard. Les numéros de série des armes confisquées pointent vers des origines multiples, notamment des stocks issus de conflits extérieurs au Burkina Faso. Cette dispersion géographique suggère une organisation structurée, capable de coordonner des flux sur plusieurs mois sans attirer l'attention, et de franchir des frontières réputées poreuses. Dans ce contexte, l'événement intervient à un moment sensible pour le pays. La pression sécuritaire est déjà forte dans plusieurs zones, et la région sahélienne demeure marquée par l'enchevêtrement de groupes armés, de trafic et d'intérêts financiers. L'interception du convoi révèle ainsi moins une surprise qu'une faille longtemps exploitée. Elle met en lumière la fragilité des mécanismes de contrôle, mais aussi la capacité de l'État à reprendre l'initiative lorsqu'une décision rapide est prise. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'enquête s'oriente aussitôt vers une lecture élargie. Il ne s'agit plus seulement d'identifier des transporteurs ou des intermédiaires, mais de comprendre la chaîne complète. Financement, logistique, destination prévue. Les premiers éléments indiquent l'existence de sociétés écrans et de circuits financiers extérieurs à la région, renforçant l'hypothèse d'un complot destiné à déstabiliser durablement l'espace sahélien. Cette mini-révélation redéfinit le cadre du débat. La saisie n'est pas une fin en soi, mais le point d'entrée d'une crise plus large, où chaque découverte soulève une question supplémentaire. Elle oblige à reconsidérer la place du Burkina Faso, simple cible opportuniste ou maillon stratégique d'un jeu géopolitique plus vaste. La réponse à cette interrogation conditionnera les choix à venir et la manière dont l'État entend exercer sa souveraineté sous contrainte. Dans cette séquence initiale, une figure s'impose comme point d'ancrage humain. Le capitaine Moussa Kaboré, premier officier à avoir intercepté le convoi. Son choix d'arrêter les camions, sans connaître exactement la nature ni la destination de la cargaison, intervient dans un contexte où l'erreur peut coûter la vie. Ce geste n'est pas seulement tactique. Il marque un retour visible de l'autorité de l'État
dans une zone où la circulation clandestine semblait devenue routinière. Les effets sont immédiats. Sur le terrain, l'interception interrompt une chaîne logistique soigneusement planifiée et force les réseaux impliqués à se replier. Dans les heures qui suivent, l'information circule rapidement parmi les forces de sécurité, modifiant les niveaux d'alerte et les procédures aux frontières. Cette réaction en chaîne montre que l'impact d'une décision individuelle peut dépasser le cadre local et produire un signal dissuasif à court terme. Au sommet de l'État, l'événement est rapidement interprété comme plus qu'un succès opérationnel. Pour Ibrahim Traoré, l'action de Kaboré devient un symbole politique, celui d'un État capable d'agir sans attendre une impulsion extérieure. Le discours officiel insiste sur la reprise de contrôle et sur la responsabilité nationale, cherchant à transformer un risque majeur en démonstration de souveraineté. Dans la société, ces premiers impacts se traduisent par un basculement perceptible. La peur diffuse laisse place à une forme de fierté prudente, nourrie par l'idée que l'État n'est pas absent. Mais ce regain de confiance pose déjà une question essentielle. Ce sursaut initial peut-il se traduire en capacité durable? Ou restera-t-il un moment isolé face à des réseaux bien plus vastes? L'activation commence avant même que l'opinion publique ne mesure l'ampleur de la saisie. Dans les premières heures du 16 août, l'arrêt des 57 camions déclenche une série de protocoles d'urgence. Sécurisation du périmètre, mise à l'écart des chauffeurs, inventaire sommaire des cargaisons. Ce moment initial est décisif, car il empêche toute dispersion de preuves et fige une opération qui, autrement, aurait continué sa route vers des destinations encore inconnues. L'État reprend la main sur le tempo, transformant un risque latent en dossier prioritaire. La montée en intensité s'opère lorsque les autorités comprennent que l'affaire dépasse le cadre d'un trafic opportuniste. Les vérifications techniques révèlent des volumes et une diversité d'armements incompatibles avec un simple marché noir local. À ce stade, la décision est prise d'élargir l'enquête et de centraliser l'information. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les services de sécurité, de renseignement et de douane sont mis en coordination directe. Cette centralisation accélère la circulation des données et limite les fuites, tout en envoyant un message clair aux réseaux impliqués. La réponse sera structurée et suivie. Le point culminant survient lorsque les premières connexions internationales apparaissent. Les numéros de série, les documents saisis et les itinéraires reconstitués dessinent une carte complexe, reliant plusieurs régions extérieures au Sahel. L'événement cesse alors d'être perçu comme une menace strictement nationale. Il devient un dossier géopolitique, observé par les voisins régionaux et par des acteurs extérieurs attentifs aux répercussions potentielles. À ce moment précis, chaque déclaration officielle et chaque geste opérationnel acquiert une portée symbolique, car ils peuvent être interprétés comme un signal d'alignement ou de défi. Les répliques ne tardent pas. Sur le plan interne, la diffusion d'images des camions saisis modifie l'humeur collective. La population, longtemps habituée à des annonces sécuritaires anxiogènes, perçoit cette fois un succès tangible. Cette perception renforce temporairement la légitimité de l'action gouvernementale, mais elle augmente aussi les attentes. L'État est désormais jugé non plus sur ses intentions, mais sur sa capacité à prolonger ce contrôle dans le temps. À l'extérieur, les réactions sont plus contrastées. Certains partenaires régionaux saluent l'interception comme un acte de vigilance bénéfique pour l'ensemble du Sahel. D'autres appellent à la prudence, soulignant le risque d'escalade si l'affaire est politisée. Ces signaux contradictoires forcent donc le Burkina Faso à ajuster sa communication entre fermeté affichée et retenue diplomatique. Ibrahim Traoré se retrouve ainsi à gérer une double temporalité, répondre à l'urgence sécuritaire tout en préparant les conséquences à moyen terme. Cette séquence d'événements révèle une dynamique essentielle. L'activation rapide a permis de contenir la menace immédiate. La montée en intensité a exposé la profondeur du réseau
et les répliques ont déplacé le débat vers la souveraineté et la crédibilité de l'État. Mais une question demeure en suspens. Cette capacité à contrôler l'instant peut-elle se transformer en maîtrise durable face à des réseaux conçus pour survivre aux coups ponctuels? Avant cette saisie, le niveau de base était connu mais rarement chiffré publiquement. Des flux d'armes diffus, fragmentés, difficiles à relier entre eux, alimentant une insécurité chronique sans image précise de leur ampleur. La découverte du convoi change l'échelle. 57 camions, près de 25 000 fusils d'assaut et environ 70 000 grenades déplacent brutalement la perception, en faisant passer le problème d'un trafic diffus à une capacité militaire concentrée, mesurable et immédiatement lisible. Ce passage du flou au quantifiable constitue le premier basculement. Un second indicateur renforce cette rupture: l'origine des armes. Les analyses balistiques montrent des provenances multiples, dont des stocks issus de conflits extérieurs au Burkina Faso. Ce constat établit un delta clair entre l'hypothèse d'un approvisionnement local et la réalité d'une chaîne transnationale. En termes de risque, cela signifie que la menace n'est plus seulement interne, mais connectée à des marchés parallèles capables de se reconfigurer rapidement. La saisie ne supprime donc pas le danger, mais elle en révèle la profondeur et la sophistication. Les données financières constituent un troisième marqueur décisif. Les documents récupérés mettent en évidence des flux estimés à plusieurs centaines de millions de dollars, répartis sur des comptes offshore et des sociétés écrans. Là encore, le contraste est net. Le niveau de base, celui d'un financement artisanal de groupes armés, cède la place à un système soutenu par des capacités financières incompatibles avec une criminalité opportuniste. Cette dimension monétaire transforme l'analyse sécuritaire en dossier économique et diplomatique. Un quatrième élément chiffré concerne la temporalité. Les itinéraires et calendriers reconstitués suggèrent une planification étalée sur plusieurs mois. Ce détail est essentiel, car il indique que la saisie n'a pas interrompu une improvisation, mais une opération inscrite dans la durée. Le delta temporel entre la préparation et l'interception souligne une faille persistante dans la surveillance régionale, tout en montrant que l'intervention a eu lieu à un moment critique, juste avant une probable redistribution des armes. Pour Ibrahim Traoré, ces preuves quantitatives servent un double objectif. D'un côté, elles légitiment une réponse ferme en s'appuyant sur des faits mesurables plutôt que sur des soupçons. De l'autre, elles encadrent le discours public en évitant l'exagération tout en soulignant la gravité réelle de la menace. Chaque chiffre devient ainsi un outil de communication autant qu'un élément d'enquête. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une ligne claire entre l'avant et l'après. Avant, une insécurité diffuse et difficile à démontrer. Après, un ensemble de données qui impose un changement de posture. Mais cette clarté soulève une question centrale. Une fois la menace rendue visible par les chiffres, l'État saura-t-il maintenir cette transparence et transformer la révélation en capacité durable de contrôle? Selon une première lecture, défendue par plusieurs analystes sécuritaires, considère la saisie comme la preuve d'une tentative délibérée de déstabilisation régionale. Selon cette perspective, le Burkina Faso ne serait qu'un point de passage dans un dispositif plus vaste, destiné à alimenter des groupes armés actifs à l'échelle du Sahel. L'argument central repose sur la logistique observée. Volume important, origine multiple des armes, financement structuré. Dans ce cadre, la priorité devrait être la coopération internationale renforcée, car aucun État isolé ne peut contenir seul des réseaux transnationaux de cette ampleur. À l'opposé, une seconde lecture insiste sur la dimension de souveraineté nationale. Pour ses partisans, l'événement doit avant tout être compris comme un test de capacité étatique. La réussite de l'interception démontrerait que le Burkina Faso dispose encore de marges d'action autonomes, à condition de les assumer pleinement. Cette approche met en garde contre une internationalisation excessive du dossier, qui risquerait de diluer la responsabilité nationale et d'ouvrir la voie
à des pressions politiques extérieures. L'enjeu principal ne serait donc pas l'alignement, mais la consolidation interne. Ces deux positions reposent chacune sur des arguments solides. La première souligne une réalité factuelle. Les chiffres et les circuits identifiés dépassent clairement l'échelle nationale. La seconde rappelle une contrainte politique tout aussi réelle. La perception de dépendance extérieure peut affaiblir la légitimité interne et réduire la capacité de décision souveraine. Ignorer l'un de ces pôles reviendrait à simplifier excessivement une situation complexe. La réponse qui se dessine dans les faits emprunte partiellement aux deux logiques. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le discours officiel affirme l'autonomie de l'État, tout en laissant ouverte la coopération ciblée, notamment en matière de renseignement. Cette combinaison vise à éviter un isolement stratégique sans céder le contrôle du récit. Les données chiffrées issues de l'enquête jouent ici un rôle clé. Elles permettent de dialoguer avec des partenaires extérieurs sur une base factuelle, sans abandonner l'initiative politique. Ainsi, le débat ne se résout pas par un choix binaire. Il révèle plutôt une tension structurelle entre interdépendance sécuritaire et affirmation souveraine. La manière dont cette tension sera gérée déterminera si la saisie restera un succès ponctuel ou deviendra le point de départ d'un repositionnement durable du Burkina Faso face aux menaces hybrides. Au cœur de l'enquête, un moment précis redéfinit la dynamique. La prise de parole présidentielle devant la nation. Ce n'est pas une annonce technique ni un compte-rendu judiciaire, mais une clarification politique. En quelques phrases, Ibrahim Traoré déplace le centre de gravité du débat, de la seule saisie d'armes vers la question de l'éveil national. Le message est simple, presque minimaliste, mais il agit comme un révélateur. L'enjeu n'est plus seulement ce qui a été intercepté, mais ce que le pays accepte désormais de tolérer. Ce basculement modifie la perception interne. Les images des camions, déjà connues, prennent une autre valeur lorsqu'elles sont associées à un récit de vigilance et de responsabilité collective. L'événement cesse d'être perçu comme une opération exceptionnelle pour devenir un symbole. Cette transformation narrative n'ajoute aucun fait nouveau, mais elle réorganise les faits existants autour d'une ligne claire, compréhensible par tous. À l'extérieur, la même prise de parole produit un effet inversement proportionnel. Plus le message est affirmé sur le plan national, plus il suscite des interrogations diplomatiques. Certains partenaires y voient une affirmation légitime de souveraineté, d'autres redoutent une posture rigide, susceptible de compliquer les échanges futurs. Cette ambiguïté n'est pas accidentelle. Elle reflète une stratégie de communication qui cherche à renforcer la cohésion interne tout en testant les réactions extérieures. Cette révélation de mi-parcours ne réside donc pas dans une découverte matérielle, mais dans un changement de cadre. L'affaire des camions n'est plus seulement une enquête sécuritaire en cours. Elle devient un marqueur politique, un point de référence à partir duquel chaque décision future sera interprétée. À partir de ce moment, la question centrale évolue. Quelles conséquences concrètes ce nouveau cadre produira-t-il sur la vie quotidienne et sur les équilibres régionaux? Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. La saisie impose une relecture des priorités sécuritaires et accélère des décisions longtemps différées. Les chaînes de commandement sont resserrées, les mécanismes de coordination interservices deviennent plus visibles et la communication officielle s'appuie davantage sur des éléments vérifiables. Cette évolution renforce temporairement la crédibilité de l'appareil étatique, mais elle crée aussi une obligation de résultat. Une fois la capacité d'agir démontrée, l'inaction ultérieure serait perçue comme un recul. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'État est désormais jugé sur sa constance autant que sur son initiative. Pour le secteur économique, l'impact est plus ambivalent. À court terme, l'incertitude sécuritaire freine certains investissements et ravive la prudence des partenaires extérieurs. Les secteurs exposés aux marchés internationaux
Notamment les ressources extractives ressentent rapidement cette tension. Toutefois, un phénomène inverse apparaît en parallèle. Un recentrage de la confiance vers les institutions nationales. Les acteurs locaux privilégient les circuits internes, ce qui limite partiellement les sorties de capitaux. Cette dynamique ne compense pas entièrement le ralentissement externe, mais elle atténue le choc et révèle une capacité d'adaptation souvent sous-estimée. Pour les citoyens, les conséquences sont d'abord psychologiques et sociales. La visibilité de la saisie, largement relayée, modifie la perception du risque. Là où dominait une impression d'impuissance face au trafic et aux violences, s'installe une confiance prudente dans la capacité de l'État à intervenir. Cette confiance reste fragile. Elle dépend de la continuité des actions et de la transparence des informations communiquées. Dans les centres urbains, comme dans certaines zones périphériques, le sentiment d'unité nationale progresse, mais il coexiste avec une attente accrue de protection concrète. Pour la région sahélienne, enfin, les répercussions dépassent le cadre national. Les pays voisins observent attentivement la gestion de la crise, car elle offre un précédent. Une réponse perçue comme efficace renforce l'idée qu'une action coordonnée mais non subordonnée est possible. À l'inverse, toute dérive ou isolement prolongé serait interprétée comme un signal de vulnérabilité exploitable. Les équilibres régionaux se trouvent ainsi subtilement affectés, non par un changement d'alliance formelle, mais par l'évolution des perceptions et des calculs stratégiques. Ces 4 niveaux de conséquences s'entrecroisent. Une décision sécuritaire influence l'économie, qui à son tour pèse sur le moral social, tandis que l'ensemble est observé et interprété à l'échelle régionale. La saisie des camions agit donc comme un révélateur systémique. Elle montre comment un événement ponctuel peut produire des effets en cascade, parfois contradictoires, mais durables. La question qui se pose désormais n'est plus celle de l'impact immédiat, largement visible, mais celle de la trajectoire. Ces conséquences resteront-elles transitoires ou s'inscriront-elles dans une transformation plus profonde des pratiques étatiques et régionales? La réponse dépendra moins du choc initial que de la capacité à en gérer les suites sur la durée. Imaginons d'abord un scénario de base. Il repose sur une stabilisation progressive, sans rupture majeure. Dans cette hypothèse, les autorités parviennent à maintenir le niveau de vigilance déclenché par la saisie, tout en consolidant les dispositifs existants. Les frontières restent sous surveillance renforcée. Les enquêtes avancent en révélations spectaculaires supplémentaires et la pression sécuritaire demeure contenue. Sur le plan politique, cette trajectoire permet à Ibrahim Traoré de préserver une image de fermeté mesurée, suffisante pour rassurer la population sans provoquer de tensions diplomatiques excessives. Le coût est une lenteur relative des réformes, mais le bénéfice est une continuité lisible. On peut aussi envisager un scénario plus optimiste. Il envisage un effet d'entraînement plus marqué. La saisie devient alors un point d'appui pour accélérer des coopérations régionales ciblées et améliorer durablement le partage de renseignements. Les réseaux identifiés sont partiellement démantelés, ce qui réduit la circulation d'armes à moyen terme. Cette dynamique crée un climat plus favorable aux investissements internes et à certains partenariats économiques prudents. Dans ce cadre, l'État gagne en crédibilité et transforme une crise sécuritaire en levier politique. Le risque principal de ce scénario réside dans la surinterprétation du succès initial, qui pourrait conduire à sous-estimer la capacité d'adaptation des réseaux adverses. À l'inverse, le scénario le plus défavorable repose sur une accumulation de pression. Les réactions internationales se durcissent, des tensions économiques apparaissent, et les groupes armés exploitent la situation pour tester les limites du dispositif sécuritaire. La saisie, initialement perçue comme une victoire, devient alors un point de cristallisation des critiques et des inquiétudes. L'État doit mobiliser davantage de ressources pour contenir des menaces multiples, au détriment d'autres priorités sociales et économiques. Dans cette configuration, la marge de manœuvre politique se réduit rapidement et chaque décision est scrutée sous l'angle du risque. Ces 3 trajectoires, ce ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Elles montrent
que l'enjeu central ne réside pas seulement dans l'événement initial, mais dans la gestion du temps et des attentes. La question à trancher est stratégique. Comment convertir un choc ponctuel en processus maîtrisé, sans créer de dépendance à l'exceptionnel ni d'illusion de contrôle total? La réponse à cette interrogation déterminera si la saisie des camions restera un épisode marquant ou deviendra le point de départ d'une recomposition durable. Pour certains citoyens, notamment les habitants des centres urbains, l'impact se traduit par un sentiment de vigilance accrue mêlé d'attente. La saisie des camions a montré que l'État pouvait agir de manière décisive. Mais elle a aussi rendu visibles les menaces jusque-là abstraites. Cette prise de conscience renforce l'exigence de transparence et de continuité. Le public ne se satisfait plus d'annonces ponctuelles. Il attend des signes réguliers de contrôle effectif. Pour d'autres, en particulier les acteurs économiques locaux et des travailleurs des secteurs exposés, la préoccupation est plus psychique et plus pragmatique. La stabilité sécuritaire conditionne directement l'activité quotidienne, l'accès au marché et la confiance des partenaires. La gestion de la crise par Ibrahim Traoré est observée à travers ce prisme. Chaque décision est évaluée en fonction de sa capacité à réduire l'incertitude et à préserver un minimum de prévisibilité économique. Ici, la crédibilité de l'État se mesure moins au discours qu'à la constance des règles. Enfin, beaucoup de personnes vivant les populations des zones périphériques, souvent en première ligne face au trafic et à l'insécurité. Pour elles, la saisie a une portée symbolique forte, mais elle ne prend tout son sens que si elle s'accompagne d'une amélioration tangible du quotidien. L'interception d'un convoi lointain doit se traduire, à terme, par une présence accrue des services publics et une réduction des risques immédiats. Sans cela, l'événement resterait perçu comme éloigné de leur réalité. Ces regards différenciés convergent néanmoins sur un point. La crise a rapproché les attentes du public de la notion de responsabilité étatique. Elle a réduit la tolérance à l'improvisation et accru la demande de cohérence. En ce sens, l'épisode agit comme un révélateur social. Il ne crée pas de nouvelles aspirations, mais il accélère leur expression et leur hiérarchisation. La question qui se pose désormais au public n'est plus seulement de savoir si l'État peut agir, mais s'il saura maintenir ce niveau d'engagement dans la durée. C'est sur cette capacité à transformer un moment exceptionnel en norme crédible que se jouera la relation entre les citoyens et les institutions dans les mois à venir. D'abord, la réponse consiste à sécuriser durablement les points de passage sensibles. Il s'agit moins d'augmenter ponctuellement les effectifs que de stabiliser des dispositifs mixtes associant forces de sécurité, douane et renseignement. L'objectif est clair, réduire la marge de manœuvre des réseaux en rendant les itinéraires prévisibles et surveillés dans le temps. Cette action répond directement à la faille révélée par la planification de longue durée du convoi intercepté. Ensuite, il s'agit de le renseignement et l'analyse. La centralisation des données issues de la saisie, des flux financiers et des itinéraires doit permettre d'anticiper plutôt que de réagir. En structurant un centre d'analyse partagé, l'État cherche à transformer des informations fragmentées en signaux exploitables. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette approche vise à institutionnaliser la vigilance, afin qu'elle ne dépende plus d'initiatives individuelles isolées. Puis, l'accent se déplace vers la dimension financière. Identifier, geler et tracer les circuits de financement devient aussi important que l'interception matérielle des armes. Cette action implique une coopération ciblée avec des partenaires extérieurs, non pour déléguer la souveraineté, mais pour agir là où les flux échappent au cadre national. Le critère de succès n'est pas l'annonce, mais la capacité à mesurer des résultats concrets dans le temps. Parallèlement, une dimension sociale et symbolique s'impose. Donner un usage public aux armes saisies, par leur destruction ou leur reconversion symbolique, permet de transformer un risque en message collectif. Cette démarche vise à renforcer la cohésion nationale et à montrer que l'État ne se contente pas de neutraliser une menace, mais qu'il la convertit en investissement pour l'avenir. Enfin, une dernière dimension relève de la communication stratégique.
informer régulièrement, sans dramatisation ni silence prolongé, devient un outil de stabilité. La feuille de route ne promet pas une élimination totale des risques, mais une gestion lisible et mesurable. La question clé est désormais celle de l'exécution. Ces étapes resteront-elles des intentions ou deviendront-elles une pratique durable capable de résister à l'érosion du temps? Le symbole qui s'impose au terme de cette séquence n'est ni un chiffre, ni un communiqué officiel, mais une image simple, des armes retirées de la circulation et transformées en objets utiles. Cette idée, évoquée après la saisie, agit comme un rappel du chemin parcouru. Ce qui devait nourrir la violence devient un support de reconstruction, et ce renversement de sens marque durablement les esprits. Il renvoie aussi au geste initial du capitaine Moussa Kaboré, dont la décision a enclenché toute la chaîne d'événements. Dans le récit national, cette transformation joue le rôle d'un fil conducteur. Elle relie l'urgence sécuritaire à une projection collective, montrant que l'autorité ne se limite pas à l'usage de la force, mais inclut la capacité à redonner une direction. Pour Ibrahim Traoré, ce rappel émotionnel sert de point d'équilibre. Affirmer la fermeté sans enfermer le pays dans une logique de confrontation permanente. Ce moment de conclusion ne gomme pas les fragilités mises au jour par l'enquête. Il les replace dans une perspective plus large, où la souveraineté n'est pas seulement défendue, mais exercée avec intention. La cloche issue des armes fondues, réelles ou symboliques, devient alors un motif récurrent. Elle sonne non pour célébrer une victoire définitive, mais pour rappeler une vigilance partagée. Ce rappel émotionnel fonctionne comme une pause. Il invite à mesurer la distance entre le choc initial et l'état présent, tout en soulignant que le plus difficile commence souvent après l'événement. La question demeure ouverte. Ce symbole restera-t-il un moment isolé ou s'inscrira-t-il durablement dans la mémoire collective comme le point de départ d'un changement réel?